Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission de vous à moi. Le 10 juin de chaque année, le Congo célèbre une journée spéciale, dit la journée de lavement des mains. Pour des nouvelles générations et pour d'autres Congolais, on ne comprend pas le sens de cette journée chômée payé. Pour éclairer votre lanterne et parce que notre histoire mérite d'être connue par tous, nous recevons aujourd'hui un écrivain, chercheur, un homme de culture, devenu homme politique, ancien journaliste. Avec lui, nous allons parler de cette journée et nous parlerons aussi de cette période cruciale de notre pays. Bonjour, honorable. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le 10 juin, que célèbre le Congo exactement? Une fois de plus, merci, madame la journaliste. Tous les Congolais sont concernés par cette journée, mais moi, j'en suis un de ceux qui avaient participé sur le terrain à la journée en ma qualité de conférencier. J'ai donc participé à la conférence nationale de 1991 et vous savez que cette conférence visait l'arrivée de la démocratie après le discours de la Bolle. Cette conférence qui avait commencé ailleurs, au Bénin et peu partout, et le Congo, par le biais du président de la République, a accepté aussi de participer à cette conférence nationale. Et vous savez qu'on est allé à la conférence nationale avec 3 camps. Le camp des légalistes dont nous autres là appartenions étaient minoritaires. Et il y a le camp de ceux qui étaient mi-figue, mi-raisin, qui étaient si minoritaires, et la majorité de ceux qui sont partis à la conférence nationale pour découdre avec le pouvoir en place. Alors, la sagesse du président de la République a fait qu'on arrive à la journée du 10 juin dont vous évoquez. Oui. Et comment pouvez-vous décrire ces gens qui voulaient le changement? Est-ce que ce sont des révolutionnaires ou des démocrates? À cet instant-là, vous avez 29 ans. Vous, quel regard avez-vous sur ces personnes-là? Bon, moi je crois que la conférence nationale elle a été décrétée par le président de la République. Il avait donc la volonté d'amener le pays vers le changement. Alors, et ceux qui pensaient profiter de cette opportunité pour en découdre avaient, à mon avis, tort. Ça n'engage que moi. Avaient, à mon avis, tort. Parce que il y a eu dans d'autres pays où il y a eu effusion de sang avant d'aller à la conférence nationale. Or, ici, le président a pensé qu'il était temps. Il était temps qu'on arrive au multipartisme, à la démocratie. Parce qu'il y avait aussi la démocratie à la manière du mono dans tous les pays après l'indépendance. Mais ce n'était pas une démocratie à la Montesquieu, à la John Locke, où la séparation de pouvoir était bien établie, le pouvoir arrête le pouvoir. Mais c'était une démocratie quand même. Alors, le président a compris qu'il faut aller vers la nouvelle donne, déclenchée à la bonne en France. Et il a autorisé, il a décrété. Voilà pourquoi, malgré le tumulte de la conférence nationale qui a été vraiment saccadée, ceux qui pouvaient parler en bien du pouvoir étaient hués, nous autres on était hués, mais on se débrouillait, on se battait en grand garçon pour faire passer le message des légalistes. D'abord, comment pouvez-vous décrire le monopartisme? Est-ce que le monopartisme qui était inspiré du communisme, est-ce que vous pensez qu'il était temps vraiment de changer les choses, ou bien vous avez pensé que c'était juste par imitation, par effet de mode que les Congolais voulaient le changement? Moi, je crois que le mono, ça n'engage encore une fois de plus que moi, n'avait pas totalement failli. Est-ce que le mono correspondait un peu mieux à nos traditions, à nos façons de vivre? Oui et non. Oui, parce que il y avait quand même des choses positives. Vous voyez, hier au mono, il y avait quand même la discipline, hein? Il y avait la discipline au plan administratif, il n'y avait pas
le désordre que le président est en train de décrier, économico-financier dans les administrations comme telles, parce que facilement, vous étiez considéré de bourgeois, la bourgeoisie comprador, vous étiez mis à l'écart, sanctionné et autres. Ça, c'était le bon côté. Il y avait la jeunesse était bien éduquée. Vous voyez l'UGC, à l'époque de l'UGC, il n'y avait pas de bébés noirs. Il n'y en avait pas. La jeunesse était bien éduquée, bien orientée par l'Union de la jeunesse socialiste. Alors, le parti aussi, unique bien sûr, mais était partout présent. Au niveau des syndicats, au niveau des femmes, au niveau des handicapés. Il y avait l'œil du parti et il y avait l'ordre. Mais j'ai dit aussi non. Non parce que c'est en ce moment-là où on a connu plus de coups d'État au Mono. Plus de coups d'État, les milices privées, nées au Mono depuis les années 65. Nous n'étions pas encore à l'âge de comprendre certaines choses, sinon, pour certains, on n'était pas nés. Mais on a entendu par la lecture et l'histoire qu'il y a eu des assassinats crapuleux qui ont été décrits à la conférence nationale, des Matswa, des Machokota et autres, tout ça. Vous pensez qu'il y avait un problème de leadership aussi? Il y avait comme, on peut dire un problème de leadership. Bon, malgré que Mariam Wabi vienne essayer de mettre de l'ordre, et voilà qu'il a été crapuleusement assassiné. Donc ça, c'était le côté négatif du Mono. Mais dans l'organisation proprement dite, au plan administratif, au plan politique et autres, le Mono était bien, même l'université, les écoles. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne vaut plus rien, mais il y a quand même une différence avec le Mono. Alors, moi je crois que c'était aussi quelque part l'effet de la mode, mais c'était aussi la volonté du président Sassou à faire toujours de la paix son credo. Puisque s'il s'opposait à cela, malgré l'agitation des syndicalistes, il pouvait plonger le pays dans la violence comme certains pays ont vécu. Et il fallait donc aller à la conférence nationale. Et le jour du 10 juin, c'était pathétique. Bon, moi je crois que le 10 juin, c'est aussi l'effet du bon discours tenu par le président dans la salle. Malgré qu'il y avait une chaleur terrible, s'il y avait de l'électricité dans l'air, il est rentré. Il était ovationné. Qu'est-ce qui explique cette attitude des conférenciers alors qu'il était critiqué? Parce qu'il avait déjà publié « J'assume ». C'était un discours pathétique. Donc le discours était distribué aux conférenciers. Bon, nous, on avait déjà eu ça. Il est aux affaires. Il a assumé ce que ses prédécesseurs, pour la plupart, qui étaient déjà morts, ont commis, en mal, parce que le bien, ça ne l'intéresse pas. Mais lui, c'était surtout tout ce qu'ils ont commis comme faute. Y compris un prédécesseur qui était encore vivant, le général Yombi. Il a assumé tout ça. Quelle sagesse! Il dit, puisque c'est lui qui est resté aux affaires, que la démocratie est venue trouver aux affaires, il assume cela. Mais il promet, par cela, faire que le Congo ne soit plus comme hier, le Congo des coups d'État, le Congo des règlements de compte et autres, tout ça. Et aujourd'hui, le jour J, on est allé laver les mains. On a vu, il appelait le prédécesseur Yombi de venir avec lui. Venir. Lui, il était un peu loin et il est venu. C'était la joie de tout le monde. Il y a une décrispation. Le fait de se laver les mains, qu'est-ce que ça signifiait exactement et qui avait proposé cette idée? Non, c'était dans le protocole. Mais je crois que c'est le président qui a dû souhaiter à Monseigneur Kombo qu'il en soit ainsi. Et ça a été mis dans le protocole. Et c'est ce qui était fait, à mon avis. Et c'était chaque conférencier a planté un arbre. Et il y a même un document, je crois, aux eaux et forêts, qui retrace l'arbre que chaque individu a retracé, la forêt de la Patte d'Oie, là. Nous avons tous planté de l'arbre. Et l'arbre, c'est pour fructifier la paix, la prospérité du pays.
Et dans tous les pays africains, ça s'est passé comme ça? Non, ça c'est une imagination congolaise qui s'est inspirée de nos coutumes et traditions. Voilà. Oui. Et ça a été très très beau. Est-ce qu'après la conférence nationale, il y a ceux qui ont gardé rancune malgré ce geste de lavement des mains? Bon, la conférence nationale terminée, le président... Bon, d'abord, les conférenciers sont décorés. Oui, nous sommes décorés. Vous voyez là, je suis avec la médaille qui nous a été décorée, avec un diplôme. Là, je suis avec le président de la République. Là, ce n'est pas à la conférence, là, c'est à Oyo, quand j'étais sous-préfet, c'est le président de la République qui a décoré. Tous les conférenciers ont eu cette médaille et un diplôme. Et c'était pourquoi? Parce que vous avez parce que les interventions étaient pertinentes? Non, pour dire que nous avons accompli une mission qui était difficile, mais on l'a compris. Et l'avion atterrit en douceur, comme m'a dit Monseigneur Kombo. On a atterri en douceur. Ceux qui pensaient qu'il devait avoir crash, il n'y a pas eu crash. Pourquoi les journalistes intervenaient alors que c'était une affaire politique? J'étais parti au nom d'une association pour la paix et l'égalité sociale. Notre association prônait la légalité, la paix, la sécurité. Et voilà pourquoi nous sommes partis dans ce... On est sorti, à mon avis, vainqueurs parce que ce que nous avons souhaité, la démocratie, la paix, est arrivé. J'ai même écrit un poème sur la paix où je dirais que je peux me sentir en paix si je mets la paix dans mon pays. Je ne peux me sentir en paix si je mets la paix dans mon village, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel a été le rôle des personnalités de la société civile pendant cette conférence? Bon, il y avait aussi deux camps. Il y a ceux qui se sont infiltrés par la société civile, mais qui en fait faisaient la politique, et surtout la politique politicienne, qui allait comme fustiger avec les forces qui sont devenues forces dites du changement, pour fustiger le pouvoir en place. Mais il y a eu ceux de la société civile qui étaient réellement société civile, qui n'étaient pas trop nombreux, mais qui apaisaient les choses, qui voulaient que, comme nous les légalistes, que les choses se terminent en beauté et que le pays soit plus unifié après la conférence nationale que divisé. Telle était la volonté aussi de Monseigneur Kombo, telle était la volonté du président de la République dans toutes ses prises de position. Et à cette époque-là, quel regard avez-vous sur la démocratie? Est-ce que vous avez dit oui, la démocratie c'est bien, ou bien vous avez peur de la démocratie? Peur de la démocratie pour la simple raison qu'on devait s'attendre à des règlements de compte. Oui, parce qu'on savait que les choses ne seront plus comme avant. Il y aura des élections libres, transparentes, il y aura des parlements locaux, il y aura l'expression libre, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et c'est donc ces deux côtés. Mais le côté qui a triomphé, à mon avis, c'est ce côté. Certaines personnes, certains observateurs disent que on a connu le tribalisme juste après la conférence nationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que avant la conférence nationale, il n'y avait pas cette histoire d'ethnocentrisme? Je vais juste vous illustrer mon propre exemple. Moi, j'ai travaillé tout jeune, à l'âge de 25 ans, au Mono, et je ne savais pas l'ethnie de mon voisin en face. Donc la démocratie, malheureusement, est venue... La démocratie, voilà pourquoi le démon du tribalisme, à mon avis, c'est... Parce qu'on devait choisir, en fait. Oui. Comment? C'est ça qui vous faisait peur? C'est ça qui nous faisait peur. Nous nous disions, si maintenant on va les choisir, bon... Les gens vont choisir dans sa tribu. Et c'est ce qui nous a fait peur. Et évidemment, après les élections, après la conférence, les premières élections là, c'était un peu de cette manière. Voilà pourquoi j'avais écrit La démocratie ou le démon craché sur le Congo, de 1991 à 1997. Parce qu'en cette période-là, il y a eu des vieux démons comme des milices privées. Il y a eu des thèmes comme le Niboland, le Tchèque, le Bolchevique, les quoi, qui n'existaient même pas au temps du Mono. Je travaillais avec un voisin, il n'y avait pas de différence.
On épousait une fille de n'importe quelle tribu. Est-ce que ça, après conférence, on a vu la faute aux hommes plutôt qu'à la démocratie? La mauvaise interprétation, parce que vous voyez, les pays démocrates ont fait plusieurs années pour appliquer cette démocratie. Et on continue à commettre des erreurs. Nous sommes allés plus vite en besogne. Le tribalisme, très tôt, mais le tribalisme aidant, ça a failli capoter les choses. Heureusement, Dieu, la main de Dieu est sur le Congo. J'étais très content quand le président Sassou est revenu et il dit il remet le Congo dans les mains de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, le 10 juin, donc ce symbole de lavement des mains a tout son sens? Est-ce qu'il n'a pas perdu son sens autant d'années passées? Normalement, on n'a pas perdu son sens. C'est une journée qu'on doit continuer à célébrer pour que nos enfants sachent l'histoire, comme on vient de la faire. Que l'on sache que nous sommes venus de loin et pour atterrir à la conférence nationale et au lavement de mains pour dire que le Congo est un et indivisible. Donc, nous devons aller dans ce sens. Cette journée nous guide. Cette journée nous rappelle. Cette journée veut que nous soyons un. Et si nous disons qu'elle a perdu son sens, c'est peut-être dans la tête de certaines personnes. En ce qui me concerne, en tout ce que j'écris, je me réfère à cette journée. Parce que s'il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas l'unité, certainement qu'on n'arrivait pas aux premières élections de 92. Donc c'est une journée inoubliable. Elle est juste comme un annexe de la conférence nationale. Mais pas n'importe quel annexe. Annexe très capital. Voilà pourquoi on doit la fêter. Et même cette fois-ci, avec le Covid-19, on n'a pas pu la fêter comme il se doit. Normalement, ça doit être parmi les journées les plus importantes du pays que l'on doit fêter, comme nous fêtons le 28 novembre, comme nous fêtons le 15 août. Nous devons aussi fêter la journée du 10 juin. Parce qu'elle nous a menés à la véritable démocratie. Elle pouvait être mort-née, mais c'est aussi grâce à cette journée qu'elle est vraiment pratique. Oui. Des années après la conférence nationale et l'avènement de la démocratie, on constate que de plus en plus des citoyens ne se rendent pas dans des urnes pour voter. Est-ce que vous ne pensez pas que la démocratie, quelque part, a échoué dans notre pays? La démocratie n'a pas échoué au Congo, ma chère. Aujourd'hui, il y a plus ou moins séparation de pouvoir. Mais moi, je vous ai dit que dans les pays qui sont des grandes démocraties, qui ont déjà plus de 200 années de démocratie, aujourd'hui, il y a des manquements. La démocratie se construit. Et on corrige au fur et à mesure ce qui manque. Et aujourd'hui, dire que la démocratie a échoué au Congo, non, il faut être de mauvaises intentions. La démocratie fait son petit chemin avec ses bas et ses hauts au Congo. Et peut-être dans 100 ans comme les autres, ou plus de 100 ans, mais on sera... Est-ce que nous ne pouvons pas dire que notre pays est moins mal en Afrique? On voit comment c'est capoté en Afrique, dans certains pays. Nous sommes tous témoins. Mais au Congo, on s'efforce. Et le pouvoir en place est en train de tout faire pour éviter le pire. Il faut s'en féliciter. Le Congo a plus de 50 ethnies et pour devenir un pays démocrate, pour faire avancer la démocratie, il faut beaucoup investir sur l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la culture, le changement des cultures, le changement de mentalité va faire progresser notre démocratie? Mais moi, je crois que notre culture aussi évolue comme la démocratie. Si hier nous avions une culture purement mono, aujourd'hui elle s'est diversifiée aussi. Nous avons beaucoup de tribus, comme vous le dites, et chaque tribu a sa culture, mais l'ensemble de ces cultures, c'est ça qui fait le Congo. C'est ça qui fait l'unité du Congo.
Et voilà pourquoi moi j'encourage même les mariages nord-sud, est-ouest, parce que tout ça, ça fera que nos enfants vont s'imprégner dans les différentes cultures de leurs parents, et c'est une grande force. Donc la culture contribue bel et bien, et vous voyez comment les écrivains congolais, pas mal intentionnés, hein, qui écrivent déjà avec des intentions, mais ceux qui essaient de faire la part des choses, écrivent sur la démocratie, sur l'avenir de notre pays, et ça fait réfléchir et ça contribue à l'éducation et ça contribue à la démocratie. Voilà. Après l'expérience de la conférence nationale, vous écrivez votre ouvrage « Un sous-préfet à Oyo » pour essayer d'exprimer ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Comment pouvez-vous décrire ce livre ? J'ai écrit un sous-préfet à Oyo parce qu'après la conférence nationale, je suis allé en formation et quand je suis revenu, en 1995, je suis nommé sous-préfet à Oyo. Alors, donc j'ai dirigé cette localité avant, pendant et après la guerre, parce que je suis parti de là en 2003. Donc j'ai écrit ici ce que j'ai vécu avant la guerre. Comme j'étais conférencier, j'ai aussi parlé légèrement de la conférence nationale, ce que nous venons de dire, et j'ai écrit ce que j'ai vécu pendant que j'étais sous-préfet à Oyo, sous le régime du président Lissouba, bien sûr. Et pendant la guerre, j'en ai passé à Oyo, où tous les sous-préfets avaient déserté leur poste, sauf moi. J'étais resté à mon poste, mon collègue d'Olombo aussi était resté à son poste, Tchoukaplika aussi, donc nous étions les seuls à rester au poste. Et donc, j'ai décrit aussi une partie de cette période de guerre où je recevais tous les sinistrés venant de partout, sur instruction du président, qui était l'autorité morale de la localité, le président actuel, Denis Sassou Nguesso, qui devenait simplement l'autorité morale de la localité, puisqu'il n'était plus aux affaires, et qui nous demandait de continuer à être légaliste, de recevoir tout le monde, d'où qu'il y vienne, pas de vengeance, même si vous apprenez qu'on a fait mal à votre parent dans tel ou tel coin de la République, pas de vengeance. Et c'est ce que nous avons réussi à faire jusqu'à ce que la guerre finisse. Et tenez-vous bien, nous étions la première autorité territoriale à venir à Brazzaville faire le don à nos frères qui sortaient des forêts du Poul. Nous étions les premiers. On a constitué une délégation avec le représentant des collègues de la diaspora du Poul à Oyo, avec les sages, avec les jeunes, avec les femmes. Le maire Kiouzu Morel est encore là. C'était avec lui. On est venu à Makelekele et on a remis dans un stade les dons qui ont été même félicités par la population et qui ont décrispé certaines choses que les gens viennent d'Oyo pour faire un don à leurs parents, leurs frères du Poul. Et quand aujourd'hui on constate que notre histoire est très mal connue par la nouvelle génération, par les jeunes, et on voit qu'il y a beaucoup de manipulation, de déformation de l'histoire, surtout sur les réseaux sociaux. Vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait souvent rire quand je lis les mensonges de nos propres compatriotes dans les réseaux sociaux. Bon, moi je me dis, mais ceux-là, qui sont-ils? Est-ce que ils sont réellement congolais et ils sont quand même contents de raconter le mensonge parce que la vérité finit toujours par rattraper. Bon, est-ce qu'ils lisent la Bible? Parce que la Bible condamne les faux témoignages. Les faux témoignages? Mais c'est une pierre que tu jettes pour retomber sur ta tête. Est-ce que ce n'est pas leur version de l'histoire aussi? Mais c'est pas leur version. Et à mon avis, ils ont la vraie version qu'ils veulent déformer pour des raisons qu'ils connaissent. C'est malheureux. Je crois qu'il faut dire la vérité. La vérité guérit, la vérité nous permet d'aller vers l'avant. Nous sommes presque à la fin de cette émission. L'actualité, la connaissance et le coronavirus, le Covid-19. Vous êtes écrivain.
Quel regard portez-vous sur ces périodes que nous vivons de déconfinement? J'ai dit la dernière émission que souvent les choses augmentent après le déconfinement. Vous me donnez maintenant raison aujourd'hui. Parce que les gens se sentent trop libres. Ils ne font pas ce que recommande la République. Et l'air, quand on était dans le silence du confinement, les choses allaient autrement. Là, voilà la vitesse que ça a pris. Et n'empêche que l'Afrique ait des problèmes demain parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Mais nous, en ce qui nous concerne, les écrivains, nous essayons à notre manière d'écrire. Et j'ai écrit sur le Covid-19 quelques poèmes. Donc, je peux rapidement vous lire celui que j'ai écrit sur ce que je remarque sur le fleuve Congo. Silence. Silence qui envahit rue et avenue. Peur dans le ventre. À qui le prochain tour? Tombe qui reçoit sans distinction de race ni classe. Silence. Silence qui envahit bar, bistrot, boîte de nuit, restaurant et cinéma en berne. Pour sauver les cœurs engloutis. Silence qui inquiète le malébeau désert, regardant au loin le vide d'en face. Vide inhabituel des canons rapides et bateaux, infiltrant la Covid-19. Fleuve sans référence habituelle. Et de l'autre bout du parcours, l'océan Pontenegrin réclame ses côtiers voisins. Les arbres de la brousse, heureux de se reboiser, fêtant l'absence momentanée des braconniers et dévastateurs de tout acabit. Silence dans les villes, silence dans les jardins, silence au bureau, silence à l'école, silence des amoureux, silence, silence, silence. Peur de Covid-19 dans le ventre. Ça, c'est donc... et puis, j'ai écrit « Adieu aux morts de Covid-19 ». Comme un oiseau sans aile, comme un mongol sans cheval, comme l'action d'un joueur qui se termine au pétard mouillé, comme le ciment qui ne se mouille qu'une seule fois. Nos vies sont gouvernées chaque fois par le rythme de la terre et du ciel, indépendamment de notre volonté. Vous qui quittez ce monde via Covid-19, oui, vous quittez ce monde laissant brutalement ceux qui vous sont chers et qui vous hantaient, laissant veufs et orphelins, souciés et affaiblis. Vous voici arrachés de ces cœurs affectifs. Transmettez nos regrets à tous ceux qui vous ont précédés de peste, de choléra, de grippe espagnole, de sida, d'Ebola, j'en passe. Le plus beau tombeau du défunt est le cœur des vivants. Adieu, adieu, adieu. Félicitations, merci beaucoup. Monsieur Abraham Ibela Ndonga-Sengue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame la journaliste. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.